Et on est de retour au lundi/mardi des entrevues à Ici c'est Hockey, présenté par Garage Blainville Service Volvo. 30 000 pieds carrés dédiés uniquement aux produits Volvo. 30 000 pieds carrés de bâtiment, c'est quelque chose quand même, une bâtisse de 30 000 pieds carrés dédiée uniquement aux produits Volvo. C'est situé sur le boulevard industriel à Blainville, la référence. Pour votre Volvo sur la rive nord de Montréal, c'est Garage Blainville Service Volvo. On répète après moi. Garage Blainville Service Volvo. Garage Blainville Service Volvo. OK. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième entrevue. Et merci tout particulièrement à notre partenaire. Merci beaucoup, Garage Blainville Service Volvo, de soutenir Ici c'est Hockey, le premier partenaire de l'histoire du podcast. C'est quand même quelque chose. Et j'ai d'autres remerciements à faire pendant qu'on y est. Denis Gauthier pour cette superbe entrevue qu'il vient de m'accorder dans les dernières minutes. Si vous avez raté ça, ben c'est disponible, les amis, sur la page de Ici c'est Hockey. Et c'était quelque chose. Je vois Matt Brunet qui vient de se connecter. Et Matt Brunet a écouté l'entrevue au complet. Je suis pas mal certain. D'après moi, il a trouvé ça sur la coche. C'était une excellente entrevue. Un gros merci à Denis pour sa générosité, pour son temps. C'est quand même exceptionnel d'avoir une carrière dans la Ligue nationale. Pensez à ça, là, un Québécois qui a une carrière dans la Ligue nationale. Imaginez-vous le gars qui avait jamais joué dans les plus hauts calibres quand il était jeune. Puis, à 16-17 ans, se met à rêver à la Ligue nationale, choix de première ronde, pouf, 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 ça déboule si vite. Puis, on a senti l'émotion, là. Sérieux, si vous avez raté ça, là, allez voir ça, parce que quand Denis nous raconte cette transaction qui lui a brisé le cœur lorsqu'il a été changé aux Flyers de Philadelphie par les Coyotes, c'était quelque chose. C'était quelque chose, puis c'était impressionnant de voir un athlète professionnel nous raconter son état d'âme, comment il a vécu ça, et on en parle à la fin de l'entrevue. Les amis, c'est des humains qui jouent au hockey, il faut se rappeler de ça, c'est super important. Ce sont des humains, je pense que le cas de Jonathan Drouin est un exemple flagrant dont on doit se rappeler. Mais garde, comme le dit si bien Chad, le hockey 90% mental, 10% talent, ça c'est vrai. Mais là, on passe. C'est Ethan Gauthier, le fils de Denis, qui nous rejoint pour cette deuxième entrevue de la soirée. On est un petit peu tard ce soir, 20h55, les amis. On est un petit peu tard, mais on est là. Salut, Ethan. Salut, Mathieu. Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Ethan, première question. Comment s'est passé ton cours de conduite? Ah, ça se fait bien été, c'est ça. Hein? C'était un peu dernière minute, là. Je suis désolé encore pour le... Non. Il y a beaucoup de problèmes. Hey, on n'est pas à une demi-heure de la fin du monde. Et c'était juste une petite question là, pour te tirer à pied dans ce début d'entrevue. Ethan, tu es l'espoir numéro 1 sur la liste de la centrale de recrutement de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Tout ça alors que la saison de la Ligue d'hockey Midget 3 a été annulée cette année, dans cette année particulière. On va y revenir, mais pour les gens qui sont avec nous, je voulais simplement faire une petite mise en contexte. Comme je fais toujours mes entrevues en ordre chronologique, on commence par le commencement. Je veux savoir ta passion du hockey, même si j'ai un petit doute de savoir où elle vient. J'ai un petit doute, mais je veux que tu me parles d'où vient ta passion du hockey dès ta tendre enfance. C'est certain, là, j'ai été élevé dans un monde de hockey, avec une famille de hockey, comme un peu souvent mon père l'a mentionné avant. Mon cousin aussi, il joue au hockey. J'ai grandi autour de mon père, autour du hockey, dans les arénas. Il y a mon frère aussi, il a joué au hockey avant moi, je veux pas. Fait que, c'est sûr que l'aspect familial, je pense, c'est vraiment de là que ça a parti à la passion du hockey. Puis, dès que j'ai touché un bâton de hockey, j'ai mis des patins, je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Si j'ai commencé à rêver, à jouer, c'est vraiment de là que ça a parti. Là. Puis, est-ce que d'avoir un père qui est un joueur professionnel, ça a joué un rôle là-dedans? C'est-à-dire, évidemment, là, tu baignais dans le hockey, je suis certain. Là, je vois Danick Martineau qui dit, il parle déjà comme un HP qui joue dans le show depuis 20 ans. J'aime ça. C'est vrai que tu as un beau style, Ethan. J'accorde à Dan. J'aime ça. Ça part bien. T'es bien parti. Merci. Mais d'avoir un père qui est un joueur de hockey professionnel, c'est certain que ça donne le ton. Parle-moi de l'impact que ça a eu pour toi dans ton développement comme jeune homme. C'est sûr que avoir un père qui l'a vécu, qui a passé par là, tu peux pas écouter les conseils qu'il te donne, de grandir avec un modèle comme ça, puis juste
te guider dans ton cheminement. Comme j'ai mentionné, il l'a vécu. Fait que, tout ce qu'il te dit, il sait c'est quoi que ça prend pour se rendre là. Il sait c'est quoi c'est quoi faut faire, les sacrifices, tout ça. Fait que, je pense que d'avoir un modèle comme ça, il est là pour te guider. Puis, faut que tu t'en serves. C'est pas tous les joueurs de hockey qui ont la chance d'avoir un modèle comme ça devant lui. Fait que, c'est ça, t'as pas le choix. T'as un modèle de même, tu serais un peu niaiseux dans un sens, là, de pas écouter ses conseils, pas écouter ce qu'il dit, même si des fois c'est ton père, fait que c'est un peu plus dur, là, tu sors d'une game, tu écoutes ses conseils, puis t'en as joué une mauvaise, mais c'est un peu plus rough, mais c'est ça, je pense que t'as pas le choix de prendre ses conseils, puis c'est un modèle pour moi, depuis que je suis jeune, c'est certain. Non, puis avec raison, parce qu'on vient d'entendre son parcours dans l'entrevue précédente. Ton père a une carrière, j'ai senti de la manière où il me racontait ça, puis il l'a mentionné lui-même, c'est un gars qui a eu du plaisir à jouer au hockey. Jusqu'à un certain moment où les choses se sont moins bien passées, mais il a eu du plaisir pendant la grande majorité de sa carrière. Est-ce que c'est ce plaisir-là qui te fait aimer le hockey à ce point-là? Dirais-tu ça? Ben, c'est sûr que j'ai côtoyé beaucoup, quand je joue au hockey, j'étais jeune, c'est sûr, mais j'ai pas vraiment eu la chance de le voir jouer nécessairement au hockey. Je l'ai vu jouer, mais pas nécessairement dans mes souvenirs. J'étais quand même assez jeune là, quand il jouait, mais c'est certain qu'il me l'a transmis par après là, quand je commençais à grandir. Tu voyais, il embarquait avec nous autres le matin dans les pratiques à 5 heures, novice, pré-novice, mag, tout ça. Puis, il était toujours heureux d'être sur la glace, d'aider le monde. Même si c'était pas toujours moi spécifiquement, il était heureux d'être là, de transmettre sa passion, de transmettre ce qu'il a vécu aux autres. Puis, c'est sûr que c'est contagieux, là, comment il est heureux dans le monde du hockey et tout ça. C'est inspirant de t'entendre parler de ton père comme ça. On revient à toi maintenant. Je veux que tu me parles de ton année 2019-2020 avec les Cascades, la dernière année normale de hockey. Parle-moi de comment ça s'est passé par rapport à ta première année dans le Bantam 3. Ouais, c'est sûr que la première année, j'étais arrivé, moi j'ai sorti de la LHPS, je jouais scolaire là, au Collège Ouais. Saint-Bernard. C'est sûr que j'étais rendu au niveau de monter, de venir dans la structure quand c'était au point de rentrer dans le cascade. Je connaissais déjà beaucoup de joueurs que j'avais déjà joué avec plus jeune à Tombe. C'est sûr que la transition était quand même assez facile, je dirais, côté groupe et tout ça, de rentrer dans un groupe que je connais déjà des gars. J'ai réussi à bien m'intégrer dans le groupe. La saison, je dirais que la première moitié de saison, c'était vraiment une adaptation côté physique, contact. Hockey, le jeu il est tellement plus vite. Puis, c'était comme un peu une adaptation, comme j'ai mentionné, de juste rentrer dans cette ligue-là. Je pense qu'après la deuxième moitié de saison, j'ai commencé à trouver mes aises. Puis, j'étais bien entouré, ça a super bien été pour eux. Je suis vraiment content de la fin de saison que j'ai eue dans ma première année Bantam. Puis là, quand je suis arrivé à ma deuxième saison, on était trois joueurs qui étaient des deuxièmes années, si on veut, là, dans le Bantam 3A, parce que j'ai fait le saut direct dans le Bantam 3 majeur. Fait que j'étais avec Evan Courtois puis Félix Charrois. Fait que c'était un peu à notre tour d'avoir le rôle de leader dans cette équipe-là, puis d'accompagner les nouveaux qui rentraient. Il y avait notre âge pareil, mais de juste les guider un peu dans le calibre puis tout ça. Fait que j'ai eu la chance de passer une saison quasiment, une demi-saison, là, à cause de la COVID, ça a fini assez sec, mais j'étais avec Evan Courtois, c'était un de mes bons chums, je jouais sur la même ligne avec, puis honnêtement, c'était une de mes plus belles saisons, je pense que même tout le groupe en général aussi, là, je parle d'Evan Courtois, vu que j'ai joué beaucoup avec, c'est un de mes meilleurs chums, tout ça, mais notre groupe en général, je pense que ça a super bien été, j'étais content de ma saison, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai progressé, j'ai amélioré des points que j'avais à faire. C'est sûr qu'on aurait aimé ça compléter la saison, de jouer Coupe Dodge, tout ça à la fin de l'année, mais malgré tout, je suis quand même content là, de mon année Bantam 3. Non, merci, très belle analyse. Puis j'aimerais souligner, Ethan, dans ce début d'entrevue, tu t'exprimes très bien, mais surtout, on comprend. On comprend, tu verbalises bien ton idée. Écoute, pour une question, un jeune homme de 16 ans sur parle-moi de ta saison Bantam 3, c'est probablement la meilleure réponse que j'ai jamais eue. Sincèrement, c'est une très bonne réponse, sérieux. Ça promet. Maintenant, je t'en pose une autre bonne. Celle-là, d'après moi aussi, ta réponse devrait être pas si mal. Le défi de la COVID. Je déteste parler de COVID là, dans mon podcast parce que, regarde, on veut décrocher à un moment donné.
Mais là, on n'a pas le choix d'en parler parce que, contrairement aux professionnels, les ligues de développement ont été très affectées, pas au niveau de l'entraînement, pas au niveau de l'encadrement, mais bien au niveau des matchs compétitifs. Il y a de nombreuses ligues qui ont suspendu leurs activités, la fin de leur saison, lors de la saison dont tu parlais. Comment on fait pour garder un bon niveau de compétition quand on ne peut pas jouer de match? Je pense que c'est une pas pire question, ça. Ouais. En effet, c'est une bonne question. Là, comme j'ai dit, ça arrêtait assez sec là, dans ma saison Bantam 3. La COVID est arrivée. On était un peu laissé, on savait pas trop ce qui allait arriver, combien de temps ça allait durer, puis tout ça. Moi, je me souviens, j'étais à l'école, puis j'avais jamais entendu parler de la COVID. J'avais pas entendu une fois le mot COVID, puis le lendemain matin, direct, là, on arrive à l'école, les enseignants sont là. Ouais, la COVID, avez-vous pas entendu parler? Ça se peut que l'école la ferme, tout ça. Là, l'école a été fermée, je pense, la semaine d'après. Fait que, c'est comme plus de sport-études, plus de hockey, ça va chez vous. Puis, au début, nous autres, on était contents, pas d'école, yes. Puis, jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est beaucoup plus que l'école, ça l'affecte aussi. Ça a affecté plein d'affaires, le hockey, tout ça. Fait que, de ce côté-là, c'est sûr que c'était rough comment c'est arrivé. Ensuite, je suis arrivé dans mon été. Fait que là, comme j'ai dit, on savait pas trop quoi faire. Nous autres, on était chanceux. Moi et mon frère, on s'est entraînés ensemble tout l'été passé à l'Institut du Guerrier. Là, à cause de la COVID, on s'entraînait chez nous. On est chanceux dans notre sol. On a un gym, un rack à squat, des poids libres, un bench, tout ça. Fait que tout ce qu'on a besoin pour s'entraîner. Fait que, j'ai jamais vraiment arrêté de m'entraîner. Je me suis entraîné avec mon frère. Il était là pour me pousser. J'ai un frère plus vieux là, qui vient d'Évolution de Loinville. Fait que, je pense que m'entraîner avec lui, ça m'a permis vraiment de me pousser. Puis, c'est un autre inspiration pour moi, c'est de me pousser à me motiver, tout ça. Fait que, je shootais des pucks à la patinoire. C'est tout ce que je pouvais faire un peu pour continuer à m'améliorer. Là, quand on a entendu là, le camp à Magog il allait arriver, moi, j'ai été là l'année que mon frère a gagné la Coupe Jimmy Ferrari. Puis, j'ai toujours voulu, sur ses traces, jouer à Magog, vivre l'expérience. Lui, ça a toujours été la plus belle expérience de sa vie. Fait que, j'étais content, vraiment, j'étais fébrile d'arriver au camp. C'était comme une opportunité un peu de jouer au hockey, de sortir de la COVID, pas de décrocher complètement, la COVID est encore là, mais juste dire que le hockey recommence, pour moi, c'était vraiment un gros, là, un gros morceau qui manquait un peu là, dans ma vie dans ce temps-là. Là. Fait que, j'étais arrivé au camp, j'étais arrivé prêt physiquement, mentalement, j'attendais ça depuis un bout. J'étais arrivé au camp, ça a super bien été, c'était assez rough le camp, on jouait des games à 10 joueurs, fait que, c'était deux lignes, pré-camp. Fait que, c'est sûr que c'était tough, physiquement, t'étais brûlé, mais ça a super bien été. Fait que, après cette semaine de pré-camp-là, cette semaine de camp-là, j'ai été confirmé avec Magog. Pour moi, c'était une partie de mon rêve qui est réalisée, une partie de mes objectifs pour atteindre mon rêve. Fait que, pour ce côté-là, je suis vraiment content. Après ça, la saison commence, là, on avait une game d'ouverture de cédulé. Fait que là, tous les gars, on était tous bien excités. On savait que c'était pas nécessairement, ça s'alignait pas nécessairement pour être la game d'ouverture qu'on voulait, devant plein de spectateurs, jouer une game complète, contact, tout. Fait que c'était pas ça. Là, ça a été annulé, ça a été repoussé jusqu'à temps que là, je pense que cette semaine, ils ont officialisé, dans le fond, qu'ils cancellaient la saison. Cette semaine, c'est sûr que c'était. Ouais, c'est ça, c'est cette semaine. Dans un Exactement. Mois. Aïe, aïe, aïe. Ah, fait que, c'est sûr que ça, c'était une grande déception pour nous autres de se faire pousser parce que on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais juste le fait de ne pas avoir joué une game Jet 3 avant mon repêchage, je pense que ça n'arrivera plus jamais. C'est vraiment une situation unique. Puis, veux pas, c'est plate pour certains joueurs, mais malgré tout, la saison, j'ai eu la chance d'être dirigé. Même juste des entraînements, c'est assez niaiseux. Là, juste les entraînements avec Félix Potvin, nous transmettre ce qu'il connaît sur le hockey, tous les aspects qu'il connaît. Je pense que ça m'a fait grandir en tant que joueur de hockey, en tant qu'humain, côtoyer des gars, on avait une belle gang. Fait que je peux pas dire que c'est une année perdue nécessairement. Je pense que j'ai quand même progressé, continué à pousser. J'ai fait tout ce que je pouvais justement pour me préparer pour le repêchage qui s'en vient. Fait que pour finir un peu, je pense que mentalement, physiquement, c'est sûr que c'était tough un bout. La COVID, ça jouait sur le moral un peu, là, comme pas mal beaucoup de jeunes l'ont vécu ici. Fait que, j'étais pas tout seul dans ce bateau-là, on était toute la gang. Fait que je pense que je m'en ai bien sorti malgré tout.
Non, clairement, clairement. Puis je pense que tu exprimes bien la ligne qui est très mince entre c'est pas une année perdue, c'est une année différente. Moi, dans les Exact. collaborateurs sur le podcast, comme tu le sais peut-être, on a l'entraîneur des Phoenix du Collège Esther-Blondin, Phil Paquette, qui nous a parlé plusieurs fois depuis que le podcast a été lancé en février, du travail qu'il fait avec les joueurs pour justement garder l'équipe motivée, à prendre des trucs différents aux gars parce que veut pas. Le fait qu'il n'y ait pas de match, ça fait que vous avez plus de temps pour travailler sur la glace. Il n'y a pas de la préparation de match nécessairement. On est toujours en train de travailler des trucs. Habituellement, on n'a jamais le temps dans une saison normale. Les matchs arrivent vite. On court toujours un peu après notre queue lorsque la saison débute. Là, ça n'a comme pas été le cas cette année. Permets-moi de te poser la question. Est-ce que ça t'a envoyé une certaine leçon de rien prendre pour acquis, une certaine notion de résilience, le fait que toute l'année, vous avez attendu, je trouve que tu as bien exprimé ça, toute l'année, vous avez attendu un update qui allait peut-être avoir amené des matchs pour arriver à la semaine dernière où on a enfin confirmé, parce qu'on était encore dans l'incertitude du côté de la Ligue Jet 3, il y a quelques jours à peine. Hey, l'année du repêchage, là, c'est quelque chose, là. Tu as dealé comment avec tout ça? C'est ça, tu l'as bien dit, là, les gars, les gars, pour vrai, on le voyait, on avait une gang, on avait une bonne équipe, je pense qu'on se le cachera pas entre tous les gars, on savait qu'on avait une équipe avec de la profondeur, c'est ça on aurait pu se rendre loin, on aurait eu nos chances en tout cas, puis juste le fait d'aller de semaine en semaine, puis de se dire, c'est à partir de quand justement on s'est fait repousser notre game d'ouverture d'une semaine. Là, les gars, on savait tout que si ça commençait à être repoussé, Ouais. ça allait pas finir en une semaine, mais on s'attendait absolument pas à ce que ce soit une année complète. Fait que, là, c'est une semaine après ça, un mois. Fait que là, t'as un mois, tu sais pas trop, tu pratiques en espérant avoir des games puis d'être prêt quand la saison allait recommencer. Fait que, notre objectif de semaine en semaine, c'est vraiment de se préparer à notre game d'ouverture qui allait arriver, de se préparer. On savait pas ce qui s'en venait. Fait que, d'être prêt à n'importe quel, avant, genre, n'importe quel, comment je peux dire, Scénario. scénario exactement, Ouais. n'importe quel scénario, d'être prêt, puis peu importe ce qui allait arriver, que les gars, on allait embarquer dans le même bateau, puis juste pousser, puis tout ça. Fait c'est sûr que je pense que c'était plate, mais en même temps, faut comprendre, comme j'ai dit, qu'on était tous dans le même bateau. C'était pas juste un joueur qui était à l'écart, qui ne pouvait pas jouer à cause de la COVID. On était tous là-dedans ensemble. Puis, en même temps, on peut comprendre aussi la Ligue de mettre la santé du monde avant. Le hockey, je pense que à la base, c'est plus important. C'est le plus important, c'est que tout le monde soit en santé. Puis tout ça. Fait que, c'est sûr que c'est décevant. C'est mon année de repêchage de me prouver. Pour certains joueurs, c'est sûr que c'est une déception aussi. Il y a des joueurs, mettons, c'était vraiment leur année, qu'ils ont fait l'effort, ils arrivent l'année, c'était leur année pour se prouver, montrer qu'ils étaient hâte de faire en vue du repêchage. Je trouve ça plate. D'avoir juste la chance peut-être d'avoir un tournoi, un showcase ou de quoi avant le repêchage pour ces gars-là. Je pense que je m'inclus là-dedans. C'est sûr qu'il n'y a rien pour acquis, puis on ne sait pas ce qui peut arriver. Juste pouvoir continuer à pousser, montrer ta progression jusqu'à. Ça fait un an qu'on n'a pas joué, là, pas de vrai game, rien. Fait que, juste montrer comment tu as progressé depuis ce temps-là. Je pense que ça aurait été le fun, puis tous les gars on aurait aimé ça, mais encore une fois, on comprend un peu le scénario dans lequel on était. Là. Non, puis belle maturité, tu soulignes bien sûr la santé des gens. Tout à fait. Là. À la fin de la journée, ces décisions-là sont prises dans une optique de protéger la population. C'est pas pour faire de la peine à personne. Et tu en es tout à fait Exact. conscient. Je pense qu'on nous le sommes tous après autant longtemps pris dans ces mesures. Moi, j'ai une pensée pour tous les joueurs, particulièrement de la Ligue de hockey Jet 3 du Québec, parce qu'on a parlé un peu du junior majeur dans l'entrevue précédente avec ton père. Puis, sans trop parler de cette ligue-là, moi, je trouve que la Ligue d'hockey Jet 3, c'est une ligue avec une parité exceptionnelle au Québec. C'est une ligue où le développement de certains joueurs c'est une ligue où ça va vite. Là. Tu joues 1 an ou 2 ans Jet 3, puis pouf, tu gradues, mais j'en parle très souvent sur le podcast. C'est la première expérience où les gens paient pour aller te voir. Il y a un sentiment d'appartenance. On connaît souvent l'organisation dans laquelle le joueur évolue. Exemple, si on prend les Cantonniers, il y a toutes sortes de grands joueurs qui ont joué pour les Cantonniers.
si on prend une organisation plus proche de moi, il y a les Phoenix, il y a toutes sortes de joueurs qui sont dans la Ligue nationale aujourd'hui. Samuel Hood a signé un contrat aujourd'hui avec l'organisation des Penguins de Pittsburgh. Tu sais, quand tu arrives dans le midget 3, il y a comme il y a une énergie spéciale et quelque chose de spécial de jouer dans cette ligue-là. Ceci étant dit, est-ce que tu avais hâte de te mesurer aux autres joueurs de cette ligue-là? Parce que oui, toi, c'est ton année de repêchage, mais tu as affronté quelques joueurs plus vieux cette année dans l'éventualité où il y avait une saison. Ça aurait été une belle opportunité pour toi aussi d'être mesuré, savoir où tu es rendu dans ton développement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué? Exactement, tu l'as mentionné, le vibe, là, si je peux dire, là, je sais pas le terme en français, mais de jouer midget 3, je l'ai un peu vécu, ben je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu quand mon frère jouait, puis l'arena de Magog remplie des séries et de quoi, je pense que c'est le cas que j'aurais aimé vivre aussi, là, l'ambiance elle est incroyable, c'est du midget 3, mais t'as une ambiance quasiment du junior dans cette arena-là, puis je pense que c'était de quoi que que je voyais puis que je voulais vraiment vivre, c'est sûr que de ce côté-là, c'est une déception. Euh, sinon, c'est ça, c'est plate, c'est ça, de mesurer au meilleur, c'est sûr que ça aurait été de quoi que j'aurais vraiment aimé. Je connais beaucoup de monde dans le monde du hockey, beaucoup de monde, de joueurs, c'est des 2005 plus particulièrement. Là, j'ai joué, je connais pas mal la plupart des joueurs 2005 au Québec. Beaucoup que j'ai joué avec dans les équipes l'été. Je pense qu'on a une année remplie de talent, remplie de bons joueurs. Tous les gars que j'ai joué avec, j'ai rien à dire contre eux. Là, c'est toutes des excellentes personnes, des excellents joueurs. De pouvoir les affronter. J'ai eu la chance d'en affronter quelques-uns au niveau Bantam. Des affronter au niveau midget, de continuer à jouer contre, de voir qu'on est rendu entre nous autres, de se challenger. C'est sûr que ça aurait été de quoi d'incroyable. De se challenger, comme tu as dit, avec des plus vieux, je pense que c'est de quoi. Je pense que c'est vraiment ça que j'envisageais le plus, c'est de me challenger avec du monde plus vieux que moi, avec beaucoup des meilleurs. Là, c'était 2004, mais les meilleurs 2004, ils jouaient junior. Mais de se mesurer quand même avec le restant des meilleurs 2004 au Québec, je pense que pour moi, ça aurait été une année là, juste de vraiment profiter de mon année, me comparer, de voir je t'en ai rendu où, en vue du repêchage, en vue du junior, c'est quoi le step. Parce que je jouerais peut-être même pas une game midget 3, puis je vais jouer une game junior major, je vais avoir passé du Bantam 3 à junior, peut-être. Fait que, je pense que ça va être une adaptation, c'est certain. Bantam puis junior, les gars, tu joues comme des gars de 20 ans, puis tu passes des gars de 14, 15 ans. Je pense que c'est un écart énorme, puis je pense que c'est sûr que ça me manque de pouvoir me challenger contre d'autres gars, puis de pouvoir compétitionner. Puis ça. Non, je n'en doute pas un instant. Là, c'est terrible, là, malheureusement, de ne pas avoir pu jouer pendant aussi longtemps. Moi, j'ai vraiment une pensée pour vous autres à la Ligue Midget 3 parce que là, junior ont trouvé une solution, les pros aussi. Mais c'est vraiment à Midget 3 que le coup près est tombé, puis ça a été une ligue qui a été très, très victime, et toutes sortes d'autres sports aussi. Là. Pas de discrimination, mais c'est un podcast de hockey. Fait qu'on parle de hockey. Particulièrement la Ligue Midget 3, qui a été fortement touchée par ça. Ouais, très, très, très intéressant, sa manière de voir les choses par rapport à ça. Maintenant, on va parler du sujet croustillant, la fameuse liste. La fameuse liste. Tous les gens, on est 79 présentement sur la diffusion en direct, tous les gens qui connaissent le hockey de près ou de loin savent qu'il y a deux étapes pour un joueur de hockey, c'est le repêchage junior et le repêchage professionnel. Bon, il y a toutes sortes d'autres étapes qui sont très importantes, un premier match, un premier but dans différents paliers, mais le repêchage, c'est toujours quelque chose de très, très spécial. Et la première de ces étapes-là, c'est celui du junior. Toi, ça arrive. Et là, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a une centrale de suggestions pour le recrutement et ils font une liste qui établit un classement des meilleurs espoirs disponibles pour le prochain repêchage. Et ton nom, avant d'avoir la liste finale, ton nom figurait parmi les 10 meilleurs espoirs. Et quand on a eu la liste détaillée, ton nom était au premier rang pour le prochain repêchage qui aura lieu les 26 et 27 juin prochains. Avant de te poser la question sur l'année différente là, qu'on a un petit peu abordée au début, je veux savoir d'être le premier. Là. Peu importe ce qui va se passer dans le futur, au moment où on se parle, il y a des gens qui t'ont mis devant tous les autres du même âge. Ça te fait quoi? C'est flatteur, j'en doute pas, mais qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
C'est certain pour moi d'être en haut de cette liste-là. C'est un sentiment incroyable. C'est un sentiment que tous les efforts, les sacrifices que j'ai mis depuis que je suis jeune, ils sont récompensés, puis tu le vois. Mais euh, autre que ça, on voit sur cette liste-là. Moi, je connais 75% des gars, je te dirais, sur cette liste-là. Puis il y a tellement de joueurs de talent, des bons joueurs. Puis avec cette année, on ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu arriver. Fait que c'est sûr que je prends rien pour acquis, mais d'être reconnu là, je pense que c'est le fun. Je ne m'attendais pas à ça pantoute. Je pense que j'ai toujours été d'un bon joueur de mon année, mais de là être vu comme le premier joueur dans ce repêchage-là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. De voir que il y a d'autres mondes qui voient que tu es en haut. Je pense que, comme j'ai dit, c'est un sentiment d'accomplissement. C'est incroyable. Puis, mais encore là, c'est juste un numéro. Tu es numéro un, mais c'est juste un numéro. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Tu peux glisser. C'est ça. C'est juste un numéro. Fait qu'après ça, c'est pas tu contrôles ce que tu peux contrôler. Puis le reste, ça va venir. Puis tu vis avec. Puis tu vas arriver au camp. Tous les gars qui vont être repêchés, ils ont un but en tête, c'est d'arriver au camp, d'être prêt, de se tailler une place dans l'équipe. C'est le rêve de tous les jeunes joueurs de hockey au Québec de jouer junior majeur. Quand t'es jeune, c'est quasiment ta petite ligue nationale là, au Québec. Là, Ben tu oui. regardes ça aller, puis Ben oui. c'est des hommes, puis tout ça. Fait, avant de rêver à le Nash, tu regardes le junior, c'est ça qu'on connaît ici au Québec. À part à Montréal, on est les Canadiens, mais dans plusieurs villes, on a des équipes juniors. Fait, c'est ça, c'est un rêve de quand t'es jeune. Puis, à chaque année, moi, je suivais ça, les listes, le junior, c'est une ligue que je suis beaucoup, puis que j'attends un peu mon tour à jouer là, puis j'ai toujours voulu jouer là. Fait, ça revient encore là, c'est incroyable. Là, je voyais le commentaire de Danick Partineau qui dit très bonne entrevue. Mais tous les bons mots vont pour l'invité parce que moi, je suis toujours pareil, tout le temps pareil. Moi, je suis tout le temps en haut en train de poser des questions. Puis souvent, c'est l'invité qui change, mais sérieusement, c'est super intéressant. Puis je souligne encore ta manière de t'exprimer. Je vois Oli Mathieu qui dit le pire joueur de deck hockey et le pire coach de deck hockey au monde. On le salue. On le salue, Oli Mathieu. Salut, mon cher Oli. Puis là, Dan qui dit allez, follow ici hockey, vous êtes super gentils. Les gens dans le chat, avec 80 personnes, on a été même plus de 100 lors du début de l'entrevue. Puis là, il y en a encore 80 avec nous. Ça veut dire que ça doit être pas pire intéressant. D'après moi, Ethan, on a quelque chose. Là. Sérieux, là? Oh. On a semé une petite graine. Je pense que tu as bien répondu comme il faut répondre à cette question-là. C'est-à-dire, c'est juste un numéro. Et moi, j'ai des félicitations à faire. Pas que je te lance des fautes tout au long de l'entrevue. Mais on est amis sur les médias sociaux depuis quelques temps. Et puis, je te vois commenter toutes sortes d'affaires par rapport à d'autres joueurs. Puis, leur envoyer les compliments, puis leur envoyer des bons mots. Puis il y a comme un aura de positif autour de toi. On ne se connaît pas beaucoup, là, mais tu sembles dégager ça. Tu sembles vouloir cheerer tout le monde autour de toi. Écoute, pas de coquinesse là-dedans. Là. Es-tu d'accord avec ce que je dis? Ouais, ben, c'est certain, comme j'ai mentionné tantôt, ça revient au fait que ces gars-là, c'est tous mes chums. Je joue contre quand t'es sur la glace, tu joues au hockey pour une rondelle, scorer des buts, puis puis jouer au hockey, mais en dehors de la glace, ces gars, c'est tous mes chums, puis c'est certain que tout au long de leur parcours, je vais les suivre, je vais être content pour eux autres, peu importe ce qui arrive. Ces gars-là, pour vrai, c'est tous des bons gars, c'est tous des gars que j'ai eu la chance de jouer avec, j'ai eu la chance de jouer contre. Puis encore une fois, ces gars-là, c'est des inspirations pour moi aussi. Ils ont le même âge que moi, mais de se challenger avec ces gars-là, des beaux rallyes, c'est toujours le fun de voir ton groupe d'amis, de monde monter ensemble, d'arriver au prochain niveau. Fait, c'est sûr que c'est pour ça que je le fais. Les gars, si tu le fais, ça te revient. Je fais pas juste ça pour les rendre quoi. Je le fais parce que moi, ça me rend fier de voir ces gars-là monter. Je suis content pour eux autres, puis je suis content de voir que eux autres ici, ça progresse, ils montent, puis ça va bien dans le monde du hockey. Là. Non, absolument. Non, c'est très bien dit. Je veux qu'on parle du draft maintenant. Parce que là, c'est bien beau la liste. C'est bien beau tout ça, mais le draft, c'est un moment spécial. Malheureusement, à cause des contraintes, la prochaine édition du repêchage aura encore une fois cette année lieu en virtuel. Je veux savoir si ça te fait quelque chose. Est-ce que tu aurais aimé ça, vivre une expérience traditionnelle, on va dire ça comme ça, de draft? C'est une question qui me revient beaucoup, ça, c'est sûr.
vivre c'est quoi un vrai repêchage. Ouais, attends, Autant au écoute, niveau. on a un petit problème de réseau, là. On a un petit problème de réseau. Attends, ça va finir de loader. D'après moi, on devrait être pas si pire. Moi, ça bug encore. Dites-nous donc dans le chat si ça bug. Oh, là, d'après moi, on a quelque chose. Vas-y donc. Ça va, tu m'entends-tu? Yes. Ok, parfait. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance de NHL, le repêchage du junior. Tu sais, j'ai été là au repêchage à Québec. L'année, frère, pas l'année à mon frère, mais l'année que mon frère jouait à Non. Magog, tu sais, des joueurs comme Attends, Justin Étienne, Robillard. on a encore des problèmes de réseau. Est-ce que tu désactiverais ton Wi-Fi et peut-être que ça va régler notre problème? Ouais, ben ça, Parce là, je que suis sur le là, LTE parce que on a le l'image qui réseau, il a coupe. coupé. C'est peut-être le petit changement. C'est peut-être le petit changement qu'il nous a fait, mais je veux juste être certain qu'on entend bien ta réponse parce que c'est intéressant, là. Est-ce que tu m'entends? Vas-y donc. Ouais, là, c'est bien comme ça. Ok. Parce que c'est ça, on a des problèmes de réseau ici chez nous. Là, mon père vient de jamais m'aviser, mais si tu m'entends, tu me diras si ça recoupe, là, on va essayer d'arranger de quoi. Mais Là, c'est top shape, là. Parfait. parfait, c'est bon. Fait que, tu sais, c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai vécu c'est quoi le draft. L'année à Robida, l'année que mon frère il jouait à Oh. Magog. J'ai eu la chance d'assister à ce repêchage-là. De voir les gars monter sur le stage, d'enfiler fièrement le chandail, de voir serrer la main au GM, juste vivre toute l'expérience, d'arriver voir déjà l'organisation. C'est sûr que c'est quoi qui est plate de ne pas vivre, mais en même temps, faut voir l'autre côté des choses. C'est juste être fier, la fierté d'être repêché par une équipe junior majeure. Comme j'ai dit, ça va au-delà d'être repêché, de monter sur le stage. C'est juste la fierté de se dire que j'ai réussi, je suis repêché. Ma prochaine étape, c'est arriver au camp et d'être prêt. C'est sûr que ça, c'est une déception, mais en même temps, l'année passée, ils l'ont vécu, cette année, ils l'ont vécu. Fait que, faut juste voir le positif, je pense, là, surtout avec tout ce qui s'est arrivé avec la COVID. Puis ça, si tu continues à regarder le négatif des choses, là, tu vas juste encore plus. Je sais pas comment dire, tu vas être encore plus déçu, c'est sûr. Absolument. Fait que, il faut juste voir je pense qu'il faut voir le positif des choses. Puis, comme j'ai dit, juste quand le jour va arriver, juste de profiter de ce moment-là avec ma famille, mon frère, mon père qui l'ont vécu, ma soeur, ma mère, juste d'être en famille, de pouvoir vivre le moment, d'être repêché, puis tous les efforts que j'ai mis, tout ce que mon frère m'a amené, tout mon père, ce qu'il m'a amené, tout ce que ma mère As-tu m'a amené, ma hâte? soeur, tout ça. C'est sûr que j'ai hâte. C'est un moment que j'attends depuis que je suis jeune. Puis, comme j'ai dit, j'ai vu mon frère être repêché. J'ai vu des amis à mon frère être repêché. Fait que, ça a l'air incroyable. Puis, j'ai hâte de juste, comme j'ai dit, d'avoir le sentiment de fierté d'être repêché, d'être sélectionné par une équipe. Puis, après ça, de me présenter au camp. Puis, d'essayer de travailler le plus fort possible pour me tailler une place. Puis là, je te pose une question, puis c'est pas une colle. C'est pas une colle. Je te la pose parce que je suis curieux, comme tu te débrouilles très bien dans tes réponses, je suis curieux de voir ce que tu vas me répondre. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où tu aimerais jouer? C'est dur à dire. Je commencerais, évidemment, là, les voltigeurs de Drummondville, c'est à côté de chez nous. C'est 2 minutes, là, quelques coins de rue. Mon père, il a passé par cette organisation-là. Mon frère, il a passé là. Fait que, c'est sûr que de passer sur les traces de mon père et mon frère, si on veut, ce serait incroyable. D'avoir la chance de jouer avec mon frère, c'est une affaire que je trouve incroyable. Puis, cette équipe-là, c'est une équipe que je suis depuis que je suis vraiment jeune. Là, depuis qu'on est revenu à Drummondville, là, après la carrière de mon père, je suis ça de proche. Depuis l'époque, le champ couturier, j'étais à Drummond. C'est la première année que je suivais ça. Fait que c'est sûr que les Voltigeurs de Drummondville seraient un rêve parce que c'est mon équipe d'enfance. Puis j'ai toujours suivi cette équipe-là. Quand j'étais jeune, j'allais dans la chambre avec les joueurs, j'aidais les entraîneurs avec les bâtons, les pratiques. Moi, c'était mon trip d'aller à l'arena. De juste voir c'est quoi l'ambiance. Je rentrais dans la chambre, je parlais avec les gars. J'étais jeune, là, j'avais peut-être 7-8 ans. Puis, tu rentrais dans la chambre, tu parlais avec les gars, tu parlais avec les entraîneurs, les trainers, les bâtons, tu aidais à remplir les gars. C'est bien niaiseux, mais juste le fait de voir ça aller, je pense que c'est incroyable. Puis, c'est ça. Fait que,
jouer pour Drummondville, c'est incroyable, mais il y a plein de belles places dans cette ligue-là. Tu as mentionné Sherbrooke, c'est pas loin de chez nous, ils ont une belle ville, une belle place. J'étais à Magog, fait que, j'ai été dans cette bout-là un peu. Je pense que l'ambiance à Sherbrooke, ça serait une place malade. Je pourrais t'en nommer plein des places, là, autant dans les Maritimes qu'au Québec, n'importe où. Il y a plein de belles places. Puis, pour elle, je suis pas mal prêt. Je suis prêt à jouer n'importe où. Je veux juste jouer au hockey après la saison qu'on a eue. Là, je pense que ça va me faire du bien là, de rembarquer sur la glace, là, une vraie saison. Tout ça, là, c'est vraiment ça que j'ai hâte. Là. Il nous reste deux petites questions, Ethan. La première, très simple, même d'après moi, tu t'attends même pas à ce qu'elle soit si simple que ça. Après tout ce que tu viens de me dire là, dans les dernières minutes, t'aimes-tu ça, le hockey? Aimes-tu ça? Je t'entends me parler de toutes sortes de moments de ta jeunesse, de flash que tu te rappelles. Ça se sent vraiment, cette passion-là pour la game. On le sent. T'es pas en train de jouer un rôle du gars en entrevue. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Ah ouais. On le sent. Ouais. T'es pas en train de nous dire hâte de voir où je vais sortir, puis pas trop stressé. Je te sens revenir dans tes souvenirs, ce que tu as vécu. Est-ce que c'est ce naturel-là, Ethan, qui a fait que tu t'es distingué comme étant le meilleur espoir pour le prochain repêchage selon la Ligue? Je peux pas te dire que j'ai autant d'anecdotes que mon père encore. Là, ma carrière est encore jeune, mais c'est sûr, j'ai vécu plein de beaux moments dans le monde du hockey, comme tu as dit. Puis, j'adore le hockey. Là, je me suis fait, mon père m'a transmis cette passion-là. Moi, mon frère, mon cousin aussi, qui joue présentement à New York pour les Rangers. Ouais. Il descend, il vient jouer au hockey avec nous autres. Puis, je veux pas dire que ma vie tourne autour du hockey, mais c'est pas loin. Là, tu peux le dire, c'est correct. C'est pas mal ça. Puis, je fais tout. Je m'entraîne 5 fois semaine. Puis, c'est pas 5 fois semaine, non, je m'en vais dans le gym. C'est 5 fois semaine que je m'en vais dans le gym. Puis, je vais être la meilleure version de moi-même. Je vais être le plus fort possible. Je vais être le plus prêt possible à arriver et jouer au hockey. Fait que, c'est sûr que le hockey, c'est au-delà d'une passion. C'est ça que je veux faire dans la vie. Là, pas nécessairement jouer NHL, c'est sûr que c'est un rêve que tous les jeunes joueurs de hockey ils ont depuis qu'ils sont jeunes, mais juste de pouvoir poursuivre mon cheminement au hockey le plus longtemps possible, que ce soit en Europe, que ce soit Ligue américaine, East Coast, peu importe. Je pense que je suis né pour jouer au hockey dans un sens, puis c'est vraiment ça que je veux faire, puis je suis passionné, puis je sais où ce que je veux aller, là, je sais qu'est-ce que je veux faire. C'est beau avoir, belle énergie. Continue comme ça, moi aussi, quand j'avais 16 ans, là. Je m'en allais, là, mon gars, là, je pensais comme un train, puis c'est ça l'attitude qu'il faut avoir, parce que je pense que c'est pas nécessairement toujours de savoir où est-ce qu'on s'en va, mais c'est de faire comme si, ça marche, mon gars. C'est surtout d'avoir cette confiance-là, cette stabilité-là. Ça offre un petit côté rassurant aux autres, ça offre pas nécessairement qu'on fait ça pour les autres, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais plutôt, je sens que tu as une certaine confiance, un petit côté soft par rapport à ça, qu'on laisse les choses aller. Puis tu sais quoi? Je sentais la même chose en travaillant avec ton père précédemment. Le même easy go. J'ai pas le mot en français là, qui me vient. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Juste de, gars, le hockey, c'est un jeu de détails, c'est un jeu de timing, c'est un jeu de plusieurs trucs. On laisse les choses aller, on a du plaisir. Contrôle ce que je peux contrôler, puis le reste, garde, le reste, c'est ça. Là, je vois Danick Marceau qui écrit encore dans le chat, puis je veux juste te dire, il m'écrit depuis tantôt en texto, en privé, comme si je pouvais répondre. Là. Je suis en direct, là, Dan. En passant, gars, il écrit encore 16 ans, Dan, tu vas te rendre loin. Je te dis, Dan est flabbergasté. Flabbergasté par ton professionnalisme. J'ai pas le choix de dire que moi aussi. Puis, sincèrement, avant de te poser la dernière question, je te lance même déjà une invitation. Si jamais après le draft, tu as le goût de venir nous parler de ton expérience, je dis ça, je dis rien. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ta présence sur le podcast. Je dis ça, je dis rien. Tu n'as même pas besoin de me répondre tout ça. Tu peux y passer si tu veux. Puis, je peux t'aider, ça va me faire plaisir de venir vous jaser là-dessus. Let's go. Puis sais-tu quoi? On va peut-être même scinder l'écran en 3. Puis Danick Marceau va venir poser ses questions. Parce qu'il a l'air à vouloir te jaser lui aussi. Dan, écrit dans le chat. Là. Je suis d'accord. Là. Puis en tout cas, le gars fait quand même son après-match avec Maxime Talbot et compagnie. Là. Fait que s'il te trouve intéressant, c'est parce que tu es intéressant. Bon. Parfait. Dernière question. Je veux que tu me parles de tes ambitions pour le futur, mais plus précisément, je veux que tu me parles de la Ligue nationale de hockey. Tu as parlé de ton cousin Julien qui joue avec les Rangers.
Ton père a joué 10 ans dans la Ligue nationale. Tu as ça proche de toi. Tu as glissé un mot aussi là-dessus. Est-ce que d'avoir ça proche de soi, puis tu vas comprendre ma question, là, ça éloigne le rêve dans le sens où tu comprends à quel point c'est difficile, ou d'avoir ça proche de soi, ça permet de réaliser que c'est atteignable. Comprends ce que je veux dire? Il y a comme deux manières de voir ça, soit vraiment gros, soit plus proche. J'aimerais ça savoir où tu te situes là-dedans. Oh, puis Dan dit oui en majuscule en passant. Je pense qu'on a quelque chose. Ça me va. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est sûr que d'avoir un père qui l'a fait puis un cousin qui l'a fait, c'est rien d'impossible. Puis même s'il l'aurait pas vécu, pour tous les jeunes, si tu rêves puis c'est ça que tu veux faire dans la vie, tu peux l'atteindre. C'est juste de mettre les efforts et les sacrifices. Mais c'est sûr que d'avoir une preuve puis c'est des conseils aussi qui peuvent me donner pour m'aider à me rendre là. Comme j'ai mentionné au début, j'ai la chance d'avoir ça proche de moi, comme tu l'as dit, d'avoir un cousin et un père qui l'a fait proche de moi, dans mon entourage, de juste me guider encore une fois là, à me rendre là. La Ligue nationale, tout le monde le sait, c'est pas. C'est les meilleurs joueurs au monde. Là, tout le monde veut jouer là, partout autour du monde. Fait que, c'est vraiment. Si tu veux le faire, si tu veux te rendre là, tu sais que ça prend. Ben, tu sais, je sais pas ce que je veux dire. Ça prend tous les sacrifices. Ça va au-delà de juste embarquer sur la glace puis d'avoir du talent. C'est d'avoir du caractère, d'avoir le goût d'aller au gym, de vouloir s'entraîner, de se rendre meilleur. Puis que ça revient aussi à pas de. Tu te lèves un matin, oui, il y a des matins, tu te lèves, tu es un peu raqué, le gym il te tente moins, mais tu le fais pareil parce que tu as un objectif en tête, c'est ça que tu veux faire. Mais si tu te lèves tous les matins, tu fais oh fuck, là, je m'en vais au gym, c'est pas que c'est impossible, mais c'est rendu qu'il y a du talent, rendu là. Fait que je pense que c'est au-delà de juste le talent pour se rendre là. Puis c'est un rêve depuis que je suis jeune, puis je vais continuer à rêver. Puis honnêtement, je pense que je vais mettre toutes les chances de mon côté pendant mon parcours, puis d'essayer de l'atteindre. Je pense que ça revient encore à ce que j'ai dit. C'est un rêve de tous les jeunes. Là, tous les jeunes, tu rêves à la Ligue nationale, c'est ça que tu veux faire. Tu vois ça aller. Nous autres, c'est le Canadien à Montréal, on suit ça. Puis c'est juste incroyable de voir tous les joueurs qui se rendent là. Puis, le monde ne réalise pas tout le temps tout ce qu'il y a derrière un joueur de hockey, tout le temps qu'il y a de passer derrière un joueur de hockey, tous les sacrifices derrière un joueur de hockey. Je pense que c'est de quoi que les gens ne voient pas nécessairement, mais c'est de quoi, là, c'est pas du jour au lendemain que tu deviens Nathan McKinnon, Connor McDavid, puis tout ça, ça prend des efforts, ça prend plein d'affaires pour se rendre là. Puis, je pense que, comme j'ai dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour me rendre là parce que c'est ça que je veux faire dans la vie. J'en rêve, puis je vais continuer à en rêver là, tout au long de mon parcours. Tu n'as pas besoin de me convaincre davantage. C'est beau de t'entendre. Je vois le commentaire de Giroud37 dans le chat. Inspiration, absolument. Je pense que tu dis ça d'une belle manière. Puis je pense que ça rappelle aux gens aussi que un gars qui est classé premier espoir pour le prochain draft du junior, il a rêvé autant que les autres. Là. C'est pas parce qu'il est classé premier. Puis, j'aime cette déconstruction-là de. À la base, là, t'aimes le hockey, là, mon gars, là, puis t'as le goût d'y aller, puis tout ça part de ça, puis suite de ça, t'as du talent, puis ajoute tout ça, puis t'es où t'es aujourd'hui, mais sincèrement, tu t'exprimes bien, ça, c'est indéniable, mais la passion, en même temps, qui sort de cette bouche-là, c'est quelque chose. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec des joueurs de ton âge parce que j'ai travaillé, moi, dans la Ligue J3 pendant plusieurs années. J'ai décrit les matchs des Félix pendant 2 saisons. Écoute, Parent, Poulain, Bordelot, quand même des pas pires joueurs, là. Lafrenière joue pour les Vikings, là, dans le sens, on les a vus passer, ces gars-là. Puis je suis pas en train de faire aucune comparaison avec personne, mais cet âge-là, puis je trouve, avec Thomas Bordelot, c'était un peu la même chose. Tu sentais que ce gars-là rêvait, a toujours cru, focus, dans le gym, sérieux, éthique de travail. Regarde où il est aujourd'hui. Puis la passion vaut plus qu'être méga talentueux. Ben oui. Puis savez-vous quoi? On a fini là-dessus avec Denis aussi. C'est ça qui est beau là-dedans. Mais c'est vrai un peu que cette passion-là, ce désir-là,
Ben, à la fin de la journée, tu sais, c'est un peu ça qui l'emporte. Puis félicitations d'avoir cette maturité-là à ton âge, parce que de pouvoir pousser la réflexion là, à 16 ans, ça te donne certainement une longueur d'avance sur de nombreux joueurs qui, pour eux, le hockey se joue encore uniquement sur la glace et pendant 2 heures, 2h30. Alors que, je veux dire, un joueur de hockey, tu l'as bien dit, là, c'est des sacrifices, mais c'est 24 heures sur 24, là. C'est debout tôt le matin, coucher tôt le soir. Puis justement, là, si tu veux t'en prendre demain, tu vas bientôt te laisser y aller. Mon père, il a dit, il faut que je me couche, là. Il y avait du 9 heures, il y avait du 9 heures. Hein? On niaise, mais sincèrement, c'est ce qui met fin à notre entrevue de ce soir. Ethan, bravo. Moi, je suis très content de t'avoir eu sur le podcast. Ça a été une super belle entrevue. Puis tu véhicules le bon message. Si tous les joueurs de hockey aimaient le jeu comme toi, ben écoute, ça serait difficile de faire des sélections. En tout cas, je dis ça, je dis rien, là. Mais pour vrai, là, c'est beau de voir ça. Je te souhaite merde. Je ne vais même pas te dire bonne chance. Je te souhaite merde pour le draft. Je te souhaite qu'il arrive ce que tu souhaites. Je veux pas te souhaiter rien d'autre. Je te souhaite le meilleur scénario, ce que tu désires. Et puis, après, tu viens nous en parler avec Danick Martineau qui dit mon entrevue préférée à date. Puis, il y en a quand même regardé quelques-unes, le petit Martineau. Fait que bien content que Dan a aimé ça, que vous aussi, soixantaine de personnes encore présentes sur la diffusion en direct. Ethan Gauthier, attaquant des Cantonniers de Magog. Il n'a pas joué de match officiel avec les Cantonniers. Mais ça, regarde, ça va rester une anecdote dans quelques années. On aura l'occasion de s'en reparler. Un gros merci. Un énorme merci. Puis encore une fois, ça va me faire plaisir là, de venir vous reparler là, après le repêchage, là, toi et Danick. Là. Lâche pas ta bonne job! Merci beaucoup. Salut, Ethan. À bientôt. Salut, bonne soirée. Yes, merci toi aussi. C'était Ethan Gauthier, premier espoir. C'est à la Ron Fournier, ça, hein? Espoir numéro 1, selon la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, sa centrale de suggestion du recrutement, qui a dressé une liste, et Ethan est classé premier pour le draft qui a lieu dans 1 mois. J'ai adoré le jeune homme, sa manière de présenter les choses, son tact. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, 16 ans, parler comme ça, vouloir comme ça. Bravo. Bravo à Ethan, bravo à son père Denis et à toute la famille, sans doute, chez qui ses valeurs sont très bien inculquées. Je vois le chat qui dit interview parfaite. Un gros merci, un gros merci. Merci beaucoup à Dan aussi pour les bons mots lors de cette entrevue. Merci à tout le monde de la part de Ethan pour les bons mots adressés à Ethan durant l'entrevue. Petit Joe 12 qui dit très sharp. Un gros merci, cher ami, un gros merci. C'était une grosse soirée, ça. Une grosse soirée des CC Hockey. Et là, demain, match numéro 1 de cette série entre les Jets et le Canadien. On se retrouve jeudi, les amis. Tristy qui dit très bon les entrevues. Merci, bro. Merci, les gars, d'avoir écouté ça. Les gars de Drummond qui sont là. Let's go! Donc, on se retrouve jeudi avec les collaborateurs. Ben oui, les collaborateurs. Puis peut-être demain, un petit avant-match avec l'ami Danick Martineau. Ça va dépendre. Ça va dépendre de comment votre humble serviteur est fatigué demain. Parce que c'est ce peu qu'il soit fatigué. Je vois Mathis Leblanc qui dit « Good job, bon joueur de baseball aussi, les Gauthier. » Ça, j'ai pas de doute à y croire. Pas de doute à croire ça. Donc, jeudi, les amis, le retour des collaborateurs, le Dan qui dit « Ben oui, bon, OK. OK, demain, un petit avant-match. On l'annonce ici, un petit avant-match demain avec nul autre que Danick Martineau. On va parler un peu de cette série contre les Jets. Et jeudi, ça va être les collaborateurs, les amis. Jeudi, les collaborateurs. C'est le retour de FX. Enfin, FX nous revient après les Jeux de la Com. Bravo FX pour sa performance dans les Jeux de la Com. Une deuxième ou une première position, si je ne me trompe pas. Bravo FX, bravo, très mérité. Va nous revenir. Et Simon Bédard aussi va être de retour jeudi. Ah, Simon Bédard, on a des choses à se dire parce que là, mercredi dernier, le feu était pris, les amis. Le feu était pris. Et puis, on a parlé trop vite. Moi, je suis un adepte de parler trop vite. J'aime parler trop vite. Et vous savez quoi? Je sers à susciter la discussion. Donc, c'était voulu. Non, non, c'est pas vrai. Je pensais vraiment que le Canadien était pour se faire éliminer en 5 matchs ou 6. Cette remontée-là m'a complètement renversé. Et maintenant, d'avoir une round 2, ça me met de très, très bonne humeur. Mais surtout, ça va faire que moi et Simon Bédard et moi, pardon, on a quelques trucs à rectifier. Merci les amis. On se parle demain avec Danick Martineau.
Ciao!